Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut Yara. Salut Théo. Et donc bienvenue sur le webinar, la souscription des ETI à l'assurance cyber avec Stoic. On va attendre quelques petites minutes. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On va vous laisser le temps d'arriver gentiment. Pas mal de noms qui sont familiers. On voit dans le chat. Ça te va Yara, on attend encore une petite minute et puis on Parfait, oui. commencera. À 11h02 du coup. Allez, 11h02. Top chrono dans une minute. Encore du monde qui se connecte, hein. Je vois que c'est 11h02, mais Mm. il y a encore du monde. C'est chouette. Je te propose qu'on débute peut-être, Allez. le temps que le reste nous rejoigne au cours de l'introduction. Allons-y, allons-y. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour notre webinaire qui s'intitule La souscription des ETI à l'assurance cyber avec Stoic. Pour vous servir aujourd'hui moi-même, donc Théo Poisat, responsable du développement en courtage basé dans la région Rhône-Alpes, et je suis accompagné de Yara. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Yara, je suis à la souscription chez Stoic. Donc un petit retour sur le plan, sur les trois parties qui vont nous occuper aujourd'hui. On va revenir dans un premier temps sur le périmètre assurable chez Stoic, en vous décrivant un petit peu ce qu'on a fait en termes d'évolution, pour d'un côté les parties capacité, d'un autre côté la partie garantie et d'un autre côté la partie territorialité. Dans un deuxième temps, on reviendra sur l'approche unique, sur les risques à fort enjeu pour vous, avec la description du parcours toujours plus simplifié et adapté aux PME et aux ETI. Et en troisième partie, nous reviendrons sur les principaux atouts que constitue notre offre sur mesure entre adaptabilité, technicité et prévention, qui sont les maîtres mots toujours chez Stoic. Et on se gardera un petit temps d'échange à la fin pour la session questions-réponses que vous aurez, j'imagine, nombreuses pour nous. Donc on y va, on commence. Sur le périmètre assurable chez Stoic, euh, on va commencer par des bonnes nouvelles. Ça fait toujours du bien. On vient de publier pas mal de choses. Vous avez dû recevoir notamment une newsletter tout à l'heure sur votre boîte. Si c'est pas encore le cas, vous irez voir. En tout cas, on a publié également sur LinkedIn aujourd'hui. Plein de choses à vous dire. C'est parfait. Donc chez Stoic, on aime à le dire, un vrai partenaire sur la cible ETI, allez, PME ETI. Et pour ce faire, on est venu augmenter votre capacité, donc votre capacité à déployer des limites de garantie jusqu'à 3 millions d'euros sur le segment 0 à 100 millions de chiffre d'affaires. On en parlera tout à l'heure avec Chiara plus précisément, c'est-à-dire que de 0 à 100 millions de chiffre d'affaires, on va le voir ensemble, vous avez aujourd'hui ce qui s'appelle une facilité, c'est-à-dire que vous pouvez directement, via votre plateforme, coter, adresser des propositions tarifaires à vos clients, et ce jusqu'à 3 millions de garanties. Sur les segments supérieurs de 100 millions à 750 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui, on est assez fiers de vous dire qu'on est capable de déployer des limites allant jusqu'à 10 millions d'euros. Et ça, c'est notamment permis par nos porteurs de risques que sont Tokyo Marine, Swiss Re, Arch Re, donc on le connaît plus souvent sous le nom de Axeria, et le petit nouveau qui s'appelle Renaissance Re, qui est un réassureur et qui vient renforcer finalement
notre premier réassureur qui est Swiss Re. Alors en termes des nouveautés, je dois le rappeler, vous êtes peut-être pas encore au courant, mais Tokio Marine a choisi d'investir non seulement en termes de porteur de risque, c'était déjà le cas précédemment, mais a aussi choisi d'investir dans la solution Stoic et donc est à la fois maintenant investisseur d'un côté et porteur de risque de l'autre, ce qui nous permet justement de déployer des nouvelles capacités que je viens de décrire. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des nouvelles garanties que Yara va vous décrire maintenant. Complètement. Donc au niveau des nouvelles garanties, normalement, dans le cadre de la communication que vous avez pu avoir ce matin, vous avez certains nouveaux éléments qui vous ont été exposés. Parmi les nouvelles garanties qu'on a pu introduire, on a introduit donc la fraude au président, qui est qualifiée d'ingénierie sociale à l'intérieur de notre police d'assurance cyber. Jusqu'à présent, c'est une garantie qu'on donnait tout de même en parallèle de la cyberfraude aux entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de chiffre d'affaires. Désormais, c'est une garantie qu'on généralise sur la globalité du chiffre d'affaires, qu'on soit en dessous de 50 ou alors au-dessus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, tous les nouveaux assurés pourront bénéficier justement de cette nouvelle garantie, qui est donc la fraude au président, une fois de plus qualifiée d'ingénierie sociale à l'intérieur de notre contrat. On couvrait déjà jusqu'à présent la cyberfraude, donc la cyberfraude qui implique une intrusion au sein du système d'information. On a eu aussi divers nouveaux déclencheurs qu'on a pu vous présenter au cours de ces dernières semaines. Parmi les nouveaux déclencheurs qu'on avait introduits, au-delà de la malveillance classique, donc l'atteinte malveillante, on avait aussi introduit la malveillance interne. On a aussi ajouté l'erreur humaine qui n'apparaissait pas avant au sein de notre police d'assurance. Et enfin, pour terminer sur les garanties qui désormais seront systématiquement dues, il s'agit de l'assistance. L'assistance correspond donc à toutes les premières parties que vous pouvez trouver à l'intérieur de notre police d'assurance cyber, aujourd'hui répartie en 3 parties. Une première partie dédiée justement à l'assistance et à la gestion de crise, une seconde partie dédiée aux garanties dommages, où on retrouve notamment la perte d'exploitation, et enfin une troisième catégorie qui est plutôt dédiée à la responsabilité civile. La première partie, qui est justement dédiée à l'assistance dans le cadre de la gestion de crise, sera désormais due, même si par la suite, on s'aperçoit que le reste des garanties ne peuvent pas être accordées du fait, par exemple, de déclarations inexactes. Donc voici un petit peu les nouveautés que nous pouvons vous présenter aujourd'hui concernant nos nouvelles garanties. Juste une petite précision, merci Yara. Sur la partie erreur humaine, on la couvrait par le passé. Là, on est venu l'étendre, notamment à l'erreur humaine de type erreur de programmation. Typiquement, si un DSI, RSSI fait une erreur de programmation dans le système, ou si quelqu'un, allez, on va le dire vulgairement, plante le système, aujourd'hui, on vient couvrir ce genre de perte. C'est vraiment un nouveau déclencheur qu'on a mis en place. On a également parlé de la malveillance interne, malveillance du collaborateur, du préposé, qui viendrait de façon, comme on l'imagine, mettre une clé USB contenant un virus sciemment. Ça également, on va venir le couvrir. Et merci pour le rappel sur l'assistance. L'assistance également, on fait des levées de doute. Levées de doute, c'est-à-dire que si on est dans le cadre d'un sinistre avéré, il n'y a pas de doute, hein. On instruit et on assiste. En revanche, bien souvent, nos assurés appellent parce qu'ils ne sont pas certains. Nous, ce qu'on demande justement, c'est qu'on consomme cette ligne d'assistance pour éviter de faire face demain à un sinistre à très fort enjeu. Donc finalement, si je peux résumer les choses ainsi, appelez-nous en cas de doute, vous ne serez pas, entre guillemets, débité. Donc, la levée de doute correspond en gros non seulement à un appel du fait d'un sinistre avéré, donc on a totalement conscience qu'on est en train de subir une cyberattaque, on peut téléphoner dans ces cas-là, mais si par exemple on a un simple ralentissement sur son système d'information et qu'on n'est pas sûr et certain qu'on est en train de faire face justement à une cyberattaque, il ne faut pas hésiter à téléphoner dans ces cas-là et nos équipes peuvent intervenir également. Donc c'est ça à quoi correspond justement la levée de doute sur la partie assistance. Au niveau également de la territorialité de notre contrat, depuis déjà quelques mois, on a la possibilité de pouvoir vous proposer diverses territorialités. On va avoir plusieurs types de situations. Première situation, on est sur un groupe dont les filiales se situent au sein de l'espace économique européen, ce qu'on accordait déjà depuis les débuts de Stoic, c'était une territorialité espace économique européen afin de couvrir l'ensemble du groupe.
Depuis quelques mois, nous avons également la possibilité de pouvoir vous proposer une couverture monde entier à partir du moment où on a des filiales qui se situent en dehors de l'espace économique européen. Donc ça, c'est également un type de territorialité qu'on peut proposer. Et dans ces cas-là, on annexe une clause FINC pour pouvoir permettre justement l'indemnisation de ces filiales à l'étranger via la maison mère située en France. Et pour terminer, vous pouvez avoir parfois des enjeux en matière de mise en place de police locale intégrée dans le cadre de vos programmes, notamment quand vous avez des enjeux contractuels, principalement aux États-Unis, et qu'un besoin d'assistance, d'émettre des attestations localement. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter également à nous l'indiquer. Au-delà de la mise en place de cette clause FIC et d'une territorialité monde entier, on peut également déployer des polices locales intégrées au sein des programmes. Yes, sur les nouveaux appétits, vous le savez, les activités couvertes chez Stoic sont nombreuses. Aujourd'hui, on se base notamment sur le code NAF, vous savez, sur votre espace courtier, sur votre tarificateur. Vous rentrez le numéro de sirène et directement, on va dire que l'application va aller chercher la bonne activité qui se réfère au bon numéro de sirène, puisque finalement, c'est le code NAF qui va déterminer l'activité qui est couverte chez Stoic. On aime aussi à le dire, chez Stoic, des appétits qui sont très larges, c'est-à-dire qu'on s'intéresse presque à tous les domaines d'activité. Et dans ces domaines d'activité, ce qu'on fait bien souvent, c'est des focus. Le dernier en date a été un focus assez fort sur les industriels qui font face, comme tous les autres, évidemment, au risque cyber. Par rapport à ces industriels-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti justement un dossier thématique sur ces fameux industriels qui font justement face à ces enjeux. On est capable de vous donner de la documentation, vous apporter justement de la quantification, d'aller projeter les différents types d'incidents, que ce soit des ransomware, de la fuite de données chez ces industriels-là. Et finalement, le message que on souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est que par rapport à telle ou telle industrie, on est capable de vous donner beaucoup, beaucoup de valeur par rapport aux études qu'on a déjà réalisées, aux clients assurés qu'on a déjà en portefeuille. Et donc ça, vous pouvez le retrouver directement dans votre espace, cette fois-ci, aide à la vente sur vos espaces courtiers. Vous pouvez retrouver notamment ce dossier thématique. Sur l'approche unique des risques à fort enjeu, typiquement, gardez en tête ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que sur votre espace courtier, vous avez aujourd'hui la capacité, et ça c'est assez important de vous le faire remarquer aujourd'hui, la capacité d'aller coter, c'est-à-dire d'avoir une souscription automatisée jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires. De la même façon qu'auparavant, avec le nom de domaine, le sirène, le chiffre d'affaires, vous allez pouvoir générer des devis. Alors ces devis sur le 0 à 100 millions de chiffre d'affaires, donc sur votre facilité, ils vont pouvoir être émis. En revanche, vous garderez toujours les prérequis et qui seront pour le coup adaptés à la taille du risque. Il est bien évident que de 0 à 50 millions, on n'a pas les mêmes prérequis que pour un risque de 50, 60, 70, voire 100 millions d'euros. Mais justement, vous avez une granularité dans les prérequis qui font que par rapport au risque qu'on étudie, vous allez avoir à chaque fois des prérequis qui vont venir s'adapter. Ça, c'était pour le 0-100 millions. Au-dessus de 100 millions, toujours la souscription sur mesure. Aujourd'hui, cette souscription sur mesure, elle se passe de 100 millions à 750 millions. Et on va vous la décrire, on va vous l'expliquer. C'est un petit peu l'objet de ce webinaire juste après. Donc, moi, pour ma part, du coup, je vais vous présenter ce qu'on appelle les études sur mesure chez Stoic. Une étude sur mesure, c'est tout simplement quand on sort de l'aspect qui était relevé par Théo, cette fameuse facilité qu'on vous a mis à disposition entre 0 et 100 millions. Au-delà de 100 millions de chiffre d'affaires, on passe par une étude sur mesure avec un questionnaire devant être complété. Les problématiques qui peuvent se poser au niveau du questionnaire, on en a bien conscience. C'est pour ça que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est vous proposer de vous partager notre questionnaire Stoic. Il arrive dans certaines circonstances où, par cause de lassitude ou de manque de temps, vous puissiez avoir un de vos clients qui ne souhaite pas remplir un nouveau questionnaire et souhaite tout simplement soumettre un questionnaire qu'il a déjà complété auprès d'une autre compagnie d'assurance. Dans ces cas-là, nous avons également la possibilité de pouvoir réceptionner ces fameux questionnaires concurrents. Sur la base de ces questionnaires concurrents, il peut y avoir différents types de débouchés qu'on pourrait avoir. Première situation, on retrouve l'ensemble des informations nécessaires dans le cadre de ce questionnaire concurrent. Ça nous convient parfaitement et tout simplement, on va pouvoir vous émettre une cotation.
Deuxième situation, certaines informations peuvent être manquantes à l'intérieur du questionnaire transmis. Et dans ces cas-là, on aura la possibilité de pouvoir vous transmettre des questions par écrit et attendre un retour pour pouvoir justement chercher à se positionner sur le risque. Troisième type de situation, vous faites face à une situation où malheureusement, on n'a pas la possibilité de pouvoir réunir un questionnaire écrit ou alors retrouver également la réponse à ces fameuses questions qui sont nécessaires. Et vous aurez dans ce cas-là la possibilité de pouvoir organiser ce qu'on appelle nous en interne un call de risk assessment, ce qui signifie un échange pour pouvoir étudier le risque du prospect à l'assurance. Au cours de cet échange-là, il y a divers acteurs qui sont présents. Côté client, on va nécessiter la présence d'un DAF et d'un DSI, puisqu'on va non seulement étudier la partie relative à l'activité, mais aussi étudier les spécificités relatives au système d'information. C'est pour ça qu'il est nécessaire que ces deux acteurs soient présents. Et côté stoïque, vous aurez également 2 personnes qui seront présentes de chez nous. Il y aura systématiquement un souscripteur de présent, ainsi qu'un ingénieur. Donc, ça, l'organisation du rendez-vous, c'est quelque chose que vous avez également la possibilité d'organiser de vous-même via la plateforme sous le petit formulaire qui s'affiche sur cette slide-là. Au cours de cet échange, on aura 3 finalités assez essentielles. La première, ce sera de comprendre le business model, donc en gros, étudier l'ensemble des spécificités qui sont relatives justement à l'activité. Dans un deuxième temps, on aura la possibilité de pouvoir auditer le système d'information grâce à la présence de nos ingénieurs qui pourront analyser les questions complétées, qui pourront analyser toutes les spécificités relatives justement aux outils mis en place ou non mis en place. Et enfin, on pourra évaluer la cybersécurité et voir sous quelle mesure est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir remettre des offres in fine. Théo, je crois que tu es en train de lever la main, excuse-moi. Complètement. De façon très pragmatique, ce qu'est en train d'expliquer Yara, c'est que dans tous les cas, vous avez accès à un questionnaire. C'est très chouette. Dans le meilleur des mondes, ce questionnaire, il donnera lieu, dans un deuxième temps, à un appel d'évaluation du risque. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça, c'est dans le meilleur des mondes. On est bien conscient que le 10 octobre, quand vous souhaitez étudier un risque et que vous avez en face un DSI, un DAF qui est nécessairement très occupé, c'est bien compliqué de lui dire, voilà, vous allez compléter ce questionnaire, puis vous aurez un appel, etc. C'est pour ça qu'on est parfaitement OK avec, 1, les questionnaires concurrents, 2, les questionnaires courtiers, 3, de passer directement, sans questionnaire, à l'appel d'évaluation du risque. Ce qui est assez chouette, c'est que en 1 heure de temps, en live, ce qu'on va faire, c'est justement étudier ces 3 dimensions, le business model, l'activité, l'évaluation du risque cyber. Et ensuite, nous pourrons, je ne vais pas dévoiler la suite, mais on pourra se positionner. Et donc, finalement, on va éviter toute cette phase-là de complétion du questionnaire qui prend du temps, qui demande de la ressource, qui demande de l'énergie, etc., etc. Exactement. Et l'espace de ces échanges, on a la possibilité de pouvoir le mettre en place, quelle que soit la taille de l'entreprise, jusqu'à hauteur de 750 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment avantageux pour vous. Ça vous évite de perdre du temps justement à récolter ces informations par écrit. On peut tout réaliser au cours d'un échange avec les divers acteurs qu'on a pu évoquer. Juste pour information, avant de passer à la suite, à la fin de la session, on a dédié un temps qui est relatif justement aux questions-réponses et au cours desquelles on pourra répondre aux diverses questions qui sont posées au cours de notre échange. Donc, si jamais on ne revient pas dessus au fur et à mesure, je vous rassure, c'est normal. À la fin, on a prévu un temps dédié. Ce que je vais vous présenter désormais, c'est une étude sur mesure sur les comptes qui sont les plus exposés. Ce qu'on appelle les comptes les plus exposés, ce sont tout simplement ceux sur lesquels on va passer en sur-mesure et que j'étais en train de vous évoquer à l'instant. On a 2 temps au cours de ces échanges. Un premier temps qui est dédié à la compréhension de l'activité de l'entreprise et un second temps qui est dédié à la compréhension du système d'information. Je vous l'évoquais tout à l'heure, et au cours du temps justement qui est dédié à la compréhension de l'activité de l'entreprise, le souscripteur qui est présent au cours de l'échange va venir étudier diverses choses qui sont présentes sur cette slide, la découverte approfondie de l'activité, la dépendance du chiffre d'affaires par rapport au système d'information, la saisonnalité, la gestion des commandes et stocks, actifs critiques, et enfin le volume et des données collectées. Ah oui, je suis passée très vite dessus. Effectivement, c'est parce que je vais y aller donc étape par étape. Si on se concentre déjà sur le sujet de la découverte approfondie de l'activité de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important dans le cadre de notre approche. Et c'est là-dessus aussi que chez Stoic, on arrive à se distinguer. On a vraiment à cœur de faire du sur-mesure quand on étudie un risque.
Je vais vous donner un exemple. Sur un même chiffre d'affaires et sur un même secteur d'activité, on peut avoir des enjeux qui vont être totalement différents d'une entreprise à une autre. Si on se positionne sur l'exemple d'un site de e-commerce, certains sites de e-commerce font exclusivement de la distribution en B2C et d'autres font également une part de distribution en B2B. Donc les enjeux, par exemple, en matière de données collectées gérées par le RGPD ne vont pas être les mêmes d'une activité à une autre. C'est pour ça qu'au-delà d'aller creuser les sujets relatifs au chiffre d'affaires, au taux de marge brute, également à la territorialité, est-ce qu'il y a des filiales présentes à l'étranger ou autre, on va venir vraiment creuser les détails relatifs à l'activité pour voir quels sont les enjeux qu'on pourrait en tirer et avoir une analyse qui soit la plus sur mesure possible. Deuxième chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la dépendance entre le chiffre d'affaires et la disponibilité du système d'information. Là encore, sur une même activité, prenons l'exemple d'un manufactureur, certains manufactureurs ont la possibilité de poursuivre leur activité en mode dégradé en cas d'indisponibilité du système d'information, parce que par exemple leur production n'est pas si automatisée que ça, il y a énormément d'interventions d'humains dans le cadre de la chaîne de production, ce qu'à l'inverse, un autre manufactureur avec une production 100% internalisée et 100% automatisée n'aura pas spécialement la possibilité de pouvoir poursuivre du fait justement de l'intervention humaine dans le cadre de la chaîne de production. Donc tout ça, ça nous permet de pouvoir estimer ce qu'on appelle un taux de dépendance à l'IT. Donc en gros, c'est le taux de dépendance au système d'information dans le cadre de la gestion de l'activité qui nous permet de savoir à quel point cette entreprise peut être exposée. Au-delà de la découverte approfondie de l'activité et de la dépendance du coup au système d'information, on va venir étudier la saisonnalité de l'activité. Et là, je pense qu'on entre dans la meilleure période de l'année pour évoquer justement le sujet de la saisonnalité. Si une entreprise, prenons encore l'exemple d'un manufacturier est spécialisé dans la confection de bûches de Noël surgelées, vous vous imaginez bien qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, il faut absolument que ces bûches de Noël surgelées notamment puissent être disponibles dans les différents supermarchés qui les proposent. Donc actuellement, les chaînes de production sont en train de s'accélérer et même de commencer à réaliser leurs ventes dans le cadre de ces fêtes de fin d'année qui se préparent. Donc, les manufacturiers qui sont spécialisés sur ce secteur d'activité vont forcément avoir un pic de saisonnalité à cette période-là, ce qui signifie que l'indisponibilité du système d'information entre la période de septembre et décembre, voire même entre septembre et janvier, pourrait être beaucoup plus dangereuse pour eux que l'indisponibilité du système d'information entre la période de juin-août potentiellement. Donc, la saisonnalité, on la prend en considération également dans le cadre de notre calcul parce qu'elle va pouvoir impacter justement les limites et la disponibilité nécessaire. Autre point, on prend également en compte quel est le mode de gestion des commandes et des stocks. Sur la gestion des commandes, on va s'intéresser à est-ce qu'elles sont réceptionnées par téléphone. C'est encore le cas dans certaines entreprises. Est-ce qu'elles sont réceptionnées plutôt par mail, par commande EDI? Tous ces points-là sont pris en considération pour voir s'il est possible également de pouvoir aborder un mode dégradé sur cette partie-là. Et deuxième partie, c'est plutôt sur la gestion des stocks. La gestion des stocks, elle est plus qu'essentielle également dans le cadre de notre analyse parce que plus il y a de stocks, plus on va partir du principe qu'une entreprise pourra passer en mode dégradé et poursuivre tout de même l'envoi de ses commandes en cas d'indisponibilité de son système d'information. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parfois, les stocks sont constitués d'énormément d'objets différents, d'énormément de produits différents. C'est super compliqué de pouvoir se retrouver sans un ERP ou sans un WMS. Mais tout de même, la gestion des stocks peut avoir son intérêt. Il existe certaines activités sur lesquelles, par exemple, on s'est aperçu où il y avait zéro gestion des stocks. Et pourtant, on n'est pas du tout sur de l'alimentaire, on est sur du bien matériel pur et dur. Mais où, post-production, la préparation, les commandes réalisées sont directement mises sous vide et sont envoyées immédiatement aux clients sans qu'elles soient stockées sur place dans le cadre d'entrepôts. Donc typiquement, l'indisponibilité d'un WMS et l'impossibilité de pouvoir s'y retrouver à l'intérieur d'un entrepôt n'est pas si problématique que ça dans ce type de situation. Donc on prend en compte également la gestion des commandes ainsi que des stocks. Autre point très important, ça va être les actifs critiques du système d'information. Et là, c'est vraiment du sur-mesure. D'une activité à l'autre, on va avoir des actifs critiques qui seront totalement
différents. Généralement, on retrouvera l'ERP quand même, qui est assez commun à l'ensemble des activités, mais d'une activité à l'autre, on peut avoir le sujet du WMS qui peut être mis à l'avant, donc qui va pouvoir permettre de gérer les stocks au sein des entrepôts. On peut avoir aussi le sujet des mails. Il y a certaines activités plutôt, d'activités de conseil, ce genre de choses-là, les cabinets d'avocats et autres, où évidemment la disponibilité des boîtes mail est plus qu'essentielle. Et la disponibilité d'une boîte mail pourrait être considérée comme étant un actif critique. Enfin, sur les différents aspects qu'on pourra prendre en considération, il y a le sujet du volume et de la nature des données collectées. Au sein de notre police d'assurance cyber, il y a divers types de données qu'on vient traiter. Il y a tout d'abord toutes les données qui sont régies par le RGPD. À travers ça, on retrouvera notamment le sujet des données personnelles, donc comme le nom, le prénom, l'adresse. On retrouvera également les données sensibles, telles que les données médicales, qui sont couvertes au titre de notre police en cas justement de fuite de données et d'engagement de votre responsabilité. Il y a également les données bancaires qui font l'objet d'une attention particulière du fait de nos garanties en matière d'enquête et sanctions au titre du PCI DSS, qui est l'autorité en gros qui accorde justement la possibilité de pouvoir gérer ces données bancaires. Et enfin, on a aussi le sujet des données confidentielles qui seraient traitées au sein du système d'information et qui, en cas de fuite, pourraient impacter l'entreprise au titre de sa responsabilité parce qu'il s'agissait par exemple de certaines données secrètes de vos clients. Tous ces types de données, ce sont des données auxquelles on va énormément s'intéresser, mais je vous avoue que cette partie, elle est plus particulièrement dédiée au sujet des données sensibles et des données personnelles gérées par le RGPD, ainsi que des données bancaires. Donc, on va savoir quelle est la nature des données qui sont gérées et quel en est le volume également, pour pouvoir essayer de quantifier justement les pertes qui pourraient être engagées sur cette partie-là. Cette dernière ligne, on ne va pas l'aborder avec l'ensemble des prospects qu'on voit. Une fois de plus, si on est sur une activité qui est exclusivement en B2B, il n'y a pas du tout de gestion de données personnelles, hormis celle des salariés et des rares cas où le client en B2B est en réalité une personne physique. Voilà, donc c'est vraiment des cas qui sont très très isolés et le volume de données personnelles sera particulièrement faible quand on est en B2B. C'est un point auquel on fait plus attention quand on est sur une activité qui justement a de la gestion en B2C. L'objectif de l'ensemble de l'analyse que je viens de vous évoquer. Il y a d'autres aspects aussi qu'on prend en considération, mais on a centralisé notre présentation d'aujourd'hui sur cette partie-là, c'est de pouvoir vous proposer une couverture d'assurance avec un prix, une franchise et surtout une capacité qui soit la plus adaptée possible. Donc ça, c'est ce qu'il en est de la partie relative à l'analyse de l'activité. Comme je l'évoquais, on a aussi une partie qui est dédiée à l'analyse du système d'information et cette partie-là, elle est plutôt réalisée par un ingénieur en interne, qui est également présent justement au cours de ces échanges réalisés pour pouvoir réaliser l'analyse du risque. Cet ingénieur, il va venir creuser divers points. Il va venir creuser le point relatif à la découverte de l'infrastructure, à l'identification des environnements et des applicatifs, et enfin à l'analyse de l'architecture. Donc, sur ces différents aspects, pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir un ingénieur qui est présent au cours de ces échanges et c'est pas juste une personne qui va se positionner sur les déclarations de votre questionnaire, c'est qu'en fait, nos ingénieurs en interne, ils écoutent tout particulièrement tous les aspects qu'on peut relever au niveau de l'activité. Ils vont faire attention justement à est-ce qu'on est sur une activité en B2B ou est-ce qu'on est sur une activité en B2C. Est-ce qu'on est sur un manufactureur? Est-ce qu'il y a de la production qui est internalisée? Est-ce qu'il n'y a pas de production internalisée? Et tout ça, ça leur permettra de pouvoir venir creuser certains points spécifiques à l'activité du prospect et non pas justement des éléments qui n'auraient aucun intérêt avec son activité. Typiquement, si vous êtes sur un grossiste qui ne produit rien en interne, c'est très compliqué d'aller aborder des points relatifs à ce qu'on appelle l'OT qui va concerner justement tous les outils en matière de production au sein d'une entreprise. Tous ces sujets-là, on ne va pas du tout les aborder avec certains secteurs d'activité en particulier. Ce qui nous permet justement, une fois de plus, de rester sur notre approche du sur-mesure qui nous tient vraiment à cœur. Grâce à tous les éléments qu'on a pu réunir, on sera en mesure, si jamais on se positionne sur le risque, de vous présenter divers scénarios d'attaque sur lesquels on se sera concentré. Généralement, on se concentre sur 2 scénarios principaux. L'un des scénarios, c'est celui justement d'une cyberattaque de type rançongiciel, où on va venir notamment quantifier les pertes d'exploitation qui pourraient être engagées
Et le deuxième scénario sur lequel on se concentre le plus, c'est celui en cas d'atteinte aux données. L'atteinte aux données, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à quantifier et qui fera vraiment l'objet de pas mal de considérations, notamment quel est le pourcentage de chances que des responsabilités soient engagées à l'égard justement de notre assuré, quel est le pourcentage de chances qu'il y ait des plaintes qui aboutissent, etc. Bref, tous ces points-là sont bien pris en considération dans le cadre justement de cette approche sur l'atteinte aux données. Et sur l'atteinte rançongiciel, ici, on prendra plusieurs points en considération, notamment le chiffre d'affaires, le taux de marge brute, la dépendance à l'IT, que je vous présentais aussi précédemment, donc le jour de nombre d'activités, etc., et les pertes qu'on aurait pu justement estimer de notre côté suite aux divers calculs qu'on aura pu réaliser. De tout ça aussi, on en tire les plans de reprise après incident qui pourraient être formés. Certains des assurés qu'on a en portefeuille ont déjà un plan de reprise d'activité qui est formalisé avec des délais impartis au sein de ce plan-là. D'autres l'ont pas nécessairement et ça nous donne la possibilité aussi de pouvoir donner l'image à un assuré qui va être en cas justement de survenance des différents scénarios que nous sommes en train de vous présenter. Si jamais nos équipes de réponse à incidents internalisés interviennent, voici le temps que ça prendra pour pouvoir réaliser la remédiation du système d'information et réaliser donc l'ensemble justement des éléments nécessaires pour pouvoir faire repartir l'activité. Donc, voilà ce qu'il en est justement de l'analyse qu'on peut faire. Et tout ça, on vous remet une offre dans un délai de 7 jours maximum ouvrés. Ce sont des délais auxquels on tient particulièrement. Donc, une fois qu'on a l'ensemble des informations nécessaires au cours justement de ces fameux échanges organisés avec vos clients, on est en mesure de pouvoir remettre des offres dans un délai de 7 jours maximum. Les offres, elles peuvent être de 3 types différents. Première situation, l'activité et la maturité du système d'information en l'état nous conviennent. Donc, tout simplement, on va remettre une offre. Deuxième situation, l'activité et la maturité du système d'information nous conviennent néanmoins. On estime qu'il y a certains aspects qui doivent être remis à niveau au niveau du système d'information. Dans ces cas-là, on remet une offre avec des prérequis ou alors avec des réserves. En gros, ce sont des conditions à lever avant la prise d'effet des garanties. Et enfin, troisième situation, en l'état, ni au regard de l'activité, ni au regard de la maturité du système d'information, nous sommes en mesure de pouvoir nous positionner. Néanmoins, nous vous remettons tout de même un rapport assez détaillé avec les conditions pour lesquelles on n'a pas pu justement se positionner aujourd'hui. Et on peut également vous proposer des solutions annexes qu'on a pu déployer en tant justement que compagnie d'assurance qui a déployé ses propres outils de cybersécurité. Nous avons diverses solutions que nous sommes en mesure également de pouvoir vous proposer, qui sont plutôt des solutions alternatives pour les entreprises qui malheureusement ne peuvent pas bénéficier en l'état d'une couverture assurantielle. D'ailleurs, on a eu une question sur ce sujet-là, on la traitera tout à l'heure, c'était la question au regard de Stoic Response, donc on pourra l'aborder à ce moment-là. Merci beaucoup Yara pour ta partie très complète. Aujourd'hui, on va aborder donc du coup les principaux atouts de cette remise d'offres sur mesure. Il y en a 3. Globalement, ayez en tête, vous courtier, que lorsque Stoic se positionne, vous avez une remise d'offres qui concerne 3 pans. L'approche, elle va être avant tout préventive, elle va être aussi technique, puisque techniquement, vous l'avez vu, Yara l'a bien détaillé, on a cette observation qui est faite au regard de l'activité d'un côté, puis au regard presque du niveau de maturité cyber et de la cybersécurité de l'autre côté. Et finalement, cette appréciation, elle va vous être partagée sous la forme d'un ce qu'on appelle un deck de présentation. Et ce deck de présentation va reprendre exactement ce qu'a détaillé Yara sur ces différentes parties. Ce deck de présentation va reprendre justement la quantification, on va le voir juste après, la projection du sinistre éventuel cyber avec les différents scénarios d'attaque, et tout cela on va le voir juste maintenant. On reprend dans l'agenda, sur le deck de présentation, les différents interlocuteurs. Le premier étant vous, évidemment, votre client, mais aussi le souscripteur ayant réalisé l'étude et l'ingénieur ayant réalisé, on va dire, cet audit préalable sur la maturité cyber de votre client.
Et cette remise d'offre, donc Yara l'a bien expliqué, hein, elle peut être assortie ou non de prérequis, assortie ou non de réserves, mais dans tous les cas, c'est un formidable document que vous remettez à votre client parce que bien souvent, vous avez une entreprise qui souhaite s'assurer, mais qui ne sait pas vraiment à quel niveau elle se positionne en matière de cyber maturité, on appelle ça. Et ce qu'on remet, justement, c'est presque une marche jusqu'à l'assurabilité lorsqu'il y a des prérequis. Et dans tous les cas, on explique concrètement à quoi peut faire face une société lorsqu'elle est victime d'une cyberattaque. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, dans cette remise d'offres, on aborde l'aspect de la compréhension du business model, c'est-à-dire quelle attaque pourrait affecter quelle partie du secteur d'activité de votre client. Typiquement, ce qu'on regarde, c'est le risque financier lié à l'indisponibilité du système d'information. Et finalement, ce risque financier, on va juger de la criticité entre un risque plutôt faible jusqu'à un risque élevé en matière d'arrêt du système d'information. Yara l'a décrit tout à l'heure, on a plusieurs critères. Le premier étant le niveau de dépendance à l'IT, le deuxième étant finalement le chiffre d'affaires, et le troisième étant évidemment, le taux de marge brute et l'activité considérée. On a parlé tout à l'heure de saisonnalité. Quand on s'adresse à une cible de type e-commerce et qu'on s'approche des fêtes, comme Yara l'a rappelé, bah, évidemment, on se rend compte que ça va être un risque qui va être beaucoup plus élevé en cas de l'arrêt du système, lié à la perte d'activité, euh, par rapport à une autre industrie avec un business model différent. Et donc, ce qu'on regarde également, le pendant de l'arrêt du système d'information, c'est la fuite de données, les fuites de données. Bien souvent, quand on a un arrêt du système, on a un corollaire qui est justement cette fuite de données. Et en fonction de l'activité qu'on regarde, par exemple, une industrie manufacturière, puisque c'est l'exemple qui est détaillé tout au long de ce webinaire, on se rend compte que on peut avoir, par exemple, un risque plus faible par rapport aux données qui sont collectées par cet industriel au regard justement de l'activité, ce qui serait totalement différent par rapport à une cible dans le secteur du marketing, euh, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, on vient projeter les conséquences d'une cyberattaque, par exemple sur un ransomware, par rapport justement au chiffre d'affaires, par rapport au taux de marge brute, par rapport au coût d'intervention technique, selon les standards du marché, mais aussi selon les standards stoïques, puisque bien souvent, on a le distinguo qui est fait entre une intervention qui est réalisée par nos experts, pour le coup avec la réponse à incident qui est internalisée, versus ce qui serait fait sur le marché avec une assistance qui serait pour le coup pas internalisée, qui serait sous-traitée. Donc finalement, l'incident, on a tendance à dire que sur un incident grave, chez Stoic, on serait sur une interruption, allez, maximale de l'ordre de 5 à 6 jours versus parfois beaucoup plus longtemps si on se basait sur une assistance qui serait externalisée ou sous-traitée. Et comme ça, on va pouvoir venir le quantifier, cet incident. C'est intéressant parce que pendant trop longtemps, si vous voulez, le cyber, ça a été des limites qui ont été données un petit peu au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas forcément très bien calculer une perte d'exploitation, on ne savait pas forcément très bien comment calculer une intervention technique en termes de frais, en termes de reconstitution de données, ce qu'on appelle chez nous la data recovery. Et lorsqu'on remet une offre, vous avez justement des éléments qui sont très tangibles, qui sont chiffrés, que vous pouvez remettre à votre client, ce qui permet justement de justifier d'abord la capacité d'un côté, la franchise de l'autre côté et surtout la prime d'assurance. Par exemple, dans le cas d'espèce, on calculait un coût total de l'incident de l'ordre de 1 300 000 euros. Ça, c'est notre calcul qui est fait par les ingénieurs et les souscripteurs. Et donc, évidemment, on sera à même d'externaliser cette part de risque à hauteur, à minima, d'1,3 million. Quand on quantifie l'incident, on parle évidemment des conséquences financières. On va venir les projeter et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les projeter sur plusieurs jours. Du jour 1 jusqu'au jour 30, on se rend compte que la courbe euh, augmente évidemment et vous allez pouvoir comme ça venir expliquer quid de la perte d'exploitation, de la perte de données, de la réponse à incident et de la remise en état du système en des termes très factuels, en expliquant que finalement, sur un industriel de 100 millions de chiffre d'affaires,
qui a un taux moyen de marge brute de 32%. C'est la moyenne du secteur, évidemment. Lorsque on nous communique des taux de marge brute qui sont bien supérieurs, on vient comme ça venir pondérer notre analyse avec un taux de dépendance à l'éthique qui est très fort, hein, de l'ordre de 90% dans cet exemple-là, avec 250 postes de travail. Vous voyez qu'on est quand même capable d'être assez précis dans l'analyse. Sur les prérequis, très important à rappeler, les équipes techniques stoïques sont à votre disposition justement entre la phase de remise d'offres et la phase de prise d'effet des garanties. Pourquoi? Parce que ce que l'on souhaite chez Stoic profondément, c'est accompagner vos clients pour faire en sorte que finalement ces prérequis ne soient pas un frein à la mise en place du contrat, mais bien une marche à suivre. Et quand on dit marche à suivre, on est d'accord pour mettre en place des rendez-vous avec des experts dont le métier sera d'accompagner les clients sur cette mise en place potentiellement de MFA, d'une politique de sauvegarde qui corresponde à nos critères, qui sont encore une fois des critères de marché. On fait quelque chose de plus. Souvent, on nous demande quel type de technologie serait adapté à mon activité et nos ingénieurs qui sont encore une fois internes sont OK pour partager des tutos de mise en place de telle ou telle solution. Parce qu'aujourd'hui, la MFA, ça peut être quelque chose qui fait peur. En revanche, il y a beaucoup de technologies qui sont accessibles, parfois même gratuites, parfois même déjà disponibles sur les logiciels déjà utilisés par nos assurés. Donc finalement, ne serait-ce que d'en parler, d'en discuter ensemble avec un technicien côté client et un ingénieur côté stoïque, ça permet justement de fluidifier cette mise en place et de proposer cet accompagnement. La proposition commerciale, in fine, en fin d'étude, c'est un des tout derniers slides du deck de présentation. C'est celui qui peut faire mal, mais en tout cas, c'est celui qui est pour le coup le mieux amené parce que juste avant, on a fait cette étude concrète de scénario, de quantification, de projection. Et finalement, on va laisser le choix au client de venir externaliser la part de risque qu'il souhaite par rapport au risque qu'on lui a exposé assez concrètement. Donc, avec différents jeux de limites, différents jeux de franchise, différents jeux d'options, c'est à la carte. Et on peut évidemment se faire challenger sur les prix, sur les limites, sur à peu près tout ce qu'on veut. En revanche, c'est le risque qu'on voit. C'est le risque qu'on a calculé et qu'on expose aux clients en dernière étape de notre restitution. On va maintenant passer à la phase de questions-réponses. Il y en a beaucoup. Il nous reste 15 minutes, donc on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Oui, je propose qu'on les reprenne peut-être une à une. On a eu une question, on nous demandait en gros si l'assistance correspond-elle à Stoic Response. Du coup, non. Effectivement, c'est vraiment deux interventions qui vont être complètement différentes. Au sein de Stoic Response, là, on va retrouver des similitudes avec la partie relative à l'assistance. Ça va être notamment sur le fait d'intervenir, de qualifier, disons, quel type d'attaque est en cours. Là où nous, au sein de notre police, donc on va pouvoir disposer exactement de la même chose sur la partie assistance. On va pouvoir vous mettre aussi des conseils en place à travers divers types d'acteurs qui vont être un conseiller en communication de crise, un conseiller juridique et enfin un conseiller informatique. En revanche, dans la partie liée justement à l'assistance, il n'y a absolument pas la reconstruction du système d'information qui est incluse. Là où Stoic Response va pouvoir effectuer toute cette partie relative à la reconstruction. La reconstruction, après, au sein de la police d'assurance, elle est vraiment décrite dans le reste des garanties, mais pas dans la partie assistance, qui va vraiment correspondre à la gestion de crise dans les premiers moments, disons, post, justement, cyberattaque. Donc, la police Stoic Response reste essentielle pour les entreprises justement qui ne peuvent pas bénéficier d'une assurabilité, mais qui ont besoin d'un acteur qui va non seulement les aider à qualifier la cyberattaque, mais surtout à reconstruire le système d'information par la suite avec eux. Je peux prendre la deuxième question si tu veux. Comment conciliez-vous erreur humaine et fait volontaire de l'assuré? C'est plutôt pour toi, Yara, je pense. Oui, complètement. Donc au niveau de l'erreur humaine, déjà, si on en revient à l'assurance de manière assez générale, nous, quand il y a une déclaration qui nous est faite,
La qualification donnée dans un premier temps, la charge de la preuve, elle incombe plutôt à l'assuré. Et nous, de notre côté, justement, on va pouvoir avancer avec ce qui nous a été déclaré, mais au cours justement des instructions, on aura la possibilité de pouvoir se rendre compte s'il s'agissait vraiment d'une erreur humaine ou alors si à l'inverse, il s'agissait plutôt eh bien, tout simplement d'un fait volontaire. Et là, en fonction des instructions réalisées, on pourra qualifier autrement justement le risque qui nous a été déclaré initialement. Mais après, au niveau de l'erreur humaine, de manière assez générale, parce que quand même, on couvre l'atteinte malveillante au sein de notre système, au sein de notre police. Cette atteinte malveillante, elle peut être externe ou alors interne, commise par des préposés, plus particulièrement par des salariés, donc pas par les personnes à responsabilité. A priori, on a une partie de nos garanties qui vont non seulement jouer sur la partie atteinte malveillante, et l'atteinte malveillante, donc pour le coup, elle est vraiment volontaire généralement, mais on a également des garanties qui vont pouvoir être actionnées par l'erreur humaine. Et après, Je peux prendre la prochaine, mais juste en précision, l'erreur humaine, elle a toujours été couverte. Lorsqu'on parle d'erreur humaine, bien souvent, on a en tête le fait du salarié qui va cliquer sur un lien qui serait potentiellement un lien piégé, donc un lien vérolé de type phishing. Ça, c'est toujours été couvert, c'est l'esprit de notre contrat depuis le départ. En revanche, l'erreur humaine étendue, c'est l'erreur humaine de type erreur de programmation. Erreur de programmation, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est la personne qui va cliquer sur le mauvais bouton hors atteinte malveillante. Ça va être le DSI qui va mal programmer le serveur, par exemple. Ça fait partie de nos nouveaux déclencheurs et c'est ce qui fait partie également de nos nouveaux jeux de CG. Et je me fais une autopasse puisqu'il y a plusieurs questions par rapport à ces nouvelles garanties. Par exemple, je vais prendre celle d'Alexis et qui est la même que celle de Marie. Les nouvelles garanties sont-elles acquises ou faut-il des avenants ou refaire les devis? Alors, oui, il faut refaire les devis. Si vous avez fait un devis qui est un peu ancien, pour être bien certain, vous pouvez recommencer le devis. Vous le verrez, vous serez sur la base des nouvelles CG. Les nouvelles CG commencent par le chiffre 24, c'est assez simple, comme ça pour l'avoir en tête. Pour les clients qui seraient déjà en portefeuille, si vous souhaitez les faire bénéficier des nouvelles garanties, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre le renouvellement de la police, donc la date d'échéance du contrat, et nous faire la demande en amont pour qu'on ait le temps justement de vous proposer un avenant de refonte. Ça nous prendrait sur nos plusieurs milliers d'assurés beaucoup trop de temps de bande passante sur la période pour proposer comme ça de façon proactive des refontes sur tous les clients. Aucune compagnie ne procède ainsi. Donc je vous propose de passer comme ça. On a une question sur la clause qui ira peut-être pour toi. Oui, complètement. Je prends ça tout de suite. Pardon. Remet-elle en cause la clause d'exclusion du chiffre d'affaires de plus de 30% du global pour la filiale US? Non, la clause FIC, elle ne me remet pas du tout en question cette exclusion. Donc en fait, l'exclusion, il faut vraiment l'avoir indépendamment, disons. Tout ce qui va concerner les exclusions au sein de nos polices, notamment le fait d'avoir un chiffre d'affaires inférieur aux 30% réalisés aux US. Ça va être un point qu'on va prendre en considération dans le cadre de notre analyse initiale avant de pouvoir se positionner sur le risque. Et si ce point-là est bien coché, on aura la possibilité par la suite de proposer une police monde entier pour pouvoir inclure cette partie justement du chiffre d'affaires inférieur aux 30% réalisés aux US. Mais l'inclusion de la clause FIC ne remet pas du tout en cause le fait qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir souscrire des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 30% au Canada et aux US. Pour que ce soit très pratique, Yara, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe aux US et pourquoi, en fait, finalement, tous les assureurs du marché limitent à 30% le CA généré à l'export aux US ou sur place aux US? Je pense que ça peut être assez intéressant de comprendre Oui, justement l'expo complètement. US, mais assez rapidement, ouais, si c'est possible. Pas de Merci. souci. Donc du coup, les enjeux déjà au niveau de l'exposition US de manière assez générale, c'est qu'effectivement, la limite qu'on a nous de notre côté sur le sujet des 30%, c'est une limite qui est assez généralisée sur le secteur de l'assurance cyber au niveau du marché français. Il y a énormément d'enjeux qui sont différents. Je ne vais pas revenir sur tous, effectivement. Maintenant, le marché de l'assurance cyber aux US est largement plus mature que le nôtre. Et les sanctions qui peuvent être prononcées, notamment en cas de fuite de données, ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on va retrouver notamment sur le marché français.
Au niveau du marché américain, il y a des class actions, ce que nous, on n'a pas ici en France. Donc, les class actions, ce sont tout simplement des actions de groupe. Ces actions de groupe font l'objet de sanctions pécuniaires plus qu'importantes prononcées justement par les autorités au niveau des États-Unis. Là où pour le moment, nous, on a des sanctions qui sont vraiment limitées d'un point de vue légal, puisque notamment la CNIL peut prononcer des sanctions en cas de fuite de données allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, il y a certains points, notamment relatifs à la fuite de données, qui font que aujourd'hui, beaucoup d'assureurs français ont cette limite des 30% réalisés donc aux US. Et en réalité, si le chiffre d'affaires est aussi conséquent aux États-Unis, c'est que potentiellement il y a un besoin aussi de souscrire une police localement et pas forcément de passer par une police souscrite en France avec une police locale intégrée aux US. Donc voilà ce qu'il en est un petit peu de ce que je pouvais dire concernant la fameuse limite des 30% qu'on évoquait. Police locale qu'on sait mettre en place, soit dit en passant. Totalement. Je prends la question suivante. Votre contrat peut-il être proposé aux collectivités locales de type mairie? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le produit est adapté pour couvrir des collectivités locales, des mairies. C'est directement disponible depuis votre application courtier. Vous avez qu'à taper le nom du prospect, le sirène, le chiffre d'affaires / budget de fonctionnement et vous aurez accès à la tarification, sachant que souvent les mairies passent par des appels d'offres publics, mais on peut aussi passer en gré à gré. Et je vous laisserai le soin de discuter avec votre responsable local. La prochaine question, c'est Eric. Yara, si tu veux la prendre. Ah mais je les regarde pas du tout dans le bon ordre depuis tout à l'heure, je crois. Ah Votre pardon. dispositif stoïque, ouais. Stoïque intègre-t-il toutes les exigences du règlement DORA qui deviendra effectif mi-janvier 2025? Et j'ai vu aussi une question un peu plus haut, je crois, relative à Nice 2, il me semble, posée Nice 2, par ouais. Raphaël. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'il y a des nouvelles exigences légales qui peuvent entrer en vigueur en France, suite à des directives, enfin, suite à des transpositions, pardon, au niveau du droit français, évidemment, on les prend en considération et à chaque fois, on aligne nos exigences au sein de notre police d'assurance cyber. Donc, une fois que les nouvelles législations paraîtront, s'il y a des modifications effectuées au sein de notre police, on les prendra bien en considération au fur et à mesure. Donc là-dessus, pas de sujet. Et pour être plus précise, je crois que Nice 2, c'est très très prochainement. Il me semble que c'est la semaine prochaine que la transposition se fera. Donc la plupart des entreprises ont déjà commencé à s'aligner sur le sujet. C'est une très bonne chose. On a une question de Sam Mason. Bonjour Sam. Avez-vous une idée des coûts pour mettre en place une politique de sauvegarde ou la MFA? Alors la réponse, elle va être large, désolé. Sur la politique de sauvegarde, on va dire que c'est le prérequis numéro 1, peu importe le segment de chiffre d'affaires, j'entends, peu importe l'activité. Ce qu'on va demander à tous nos assurés, c'est d'avoir une politique de sauvegarde qui soit à minima déconnectée ou immuable ou externalisée. Enfin bon, une politique de sauvegarde conforme, si vous le souhaitez. En revanche, en matière de coûts, ça va dépendre entre une société qui va réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui va avoir, mettons, un seul poste et une multinationale ou une ETI qui réaliserait plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires. Les coûts vont varier drastiquement, hélas, donc je ne vais pas pouvoir être très précis sur ces coûts-là. Idem sur la MFA. Tout en sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, la MFA, ça peut être vraiment très simple à mettre en place. On le rappelait hier avec Yara lors de notre tournée à Lyon, que la MFA peut être mise en place parfois même gratuitement, suivant les technologies qu'on utilise, suivant par exemple les messageries qu'on utilise. Je pense à Gmail, je pense à O365 qui propose par exemple directement la mise en place du MFA en quelques clics seulement. C'est déjà prévu par l'application, si vous voulez, c'est gratuit. Donc, c'est une réponse qui est malheureusement assez large, mais qui dépend vraiment de l'activité, du chiffre d'affaires, de la technologie utilisée et de beaucoup d'autres critères. Et encore une fois, on accompagne nos assurés sur ces terrains-là pour éviter de les laisser tout seuls. Oui, totalement. Il arrive souvent que des assurés n'aient pas forcément de visibilité sur le coût que ça pourrait engendrer ou même quelle est la meilleure solution pour eux à mettre en place au regard de leur activité, au regard de leur budget aussi interne. Et dans ces cas-là, nos ingénieurs ont totalement la possibilité de pouvoir vous accompagner sur la mise en place de ces différents outils et sur des conseils justement pour savoir quelle est la solution à privilégier au regard de la situation d'entreprise. Donc il ne faut pas hésiter en gros à nous mobiliser si jamais il y a ces questions-là qui bloquent suite à la remise d'une offre.
En synthèse, pour conclure, je pense que si on peut retenir une seule chose de ce webinar, c'est que nos équipes, donc aujourd'hui 70 personnes réparties entre la France, l'Allemagne, Monaco, l'Autriche et bientôt une nouvelle géographie qu'on annoncera en janvier, sont disponibles pour vous répondre. Et c'est assez déterminant de se dire que sur ces 70 personnes, vous en avez 70 qui peuvent répondre à vos considérations techniques. On sait que le risque cyber, c'est un risque qui est technique. Et donc, posez-nous vos questions, prévoyez ensemble des calls, donc que ce soit des calls d'appel d'évaluation du risque, que ce soit des cyberdiagnostics, vous le faites en masse, on prend plus de 70 rendez-vous par semaine avec nos experts pour justement aller répondre en direct à vos questions, aux interrogations, aux objections de vos clients. Le secret sur ce risque-là, si vous voulez développer, si vous voulez équiper, multi-équiper votre portefeuille, c'est de nous parler, de nous mettre en relation avec vos clients, avec toujours vous dans la boucle, bien évidemment. Et je pense que c'est comme ça on arrivera à faire monter ce taux d'équipement en France qui est toujours aussi bas. Et en tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Vous étiez nombreux à suivre ce webinaire et on sait que vous êtes ô combien occupés. Merci à tous. Merci à vous.